Dans cette conversation, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent du concept de l'homme en tant que mort-vivant, c'est-à-dire vivant mais pas pleinement conscient de son existence. Ils explorent la manière dont un individu peut devenir conscient des plans invisibles et apprécier pleinement sa vie matérielle, sachant que tout est dirigé d'en haut. Bernard explique que la relation entre l'homme et les plans est une relation d'évolution. À mesure que la conscience se développe, elle intègre l'intelligence de ce qui se passe dans le monde avec l'intelligence de la réalité des plans invisibles. Cela crée une sensibilité nouvelle chez l'homme, qui apprécie les belles choses et se détache des activités astrales, privilégiant les activités de haut niveau. Cependant, au début du processus de conscientisation, l'homme peut ressentir un décalage entre la vie matérielle et la vie intérieure avec les plans invisibles. Ce décalage est nécessaire pour prendre conscience des plans. Avec le temps, les corps s'ajustent et la conscience intègre, ce qui permet à l'homme de bénéficier de sa connaissance spirituelle dans sa vie matérielle et d'élever le niveau vibratoire de ses activités. Par exemple, un homme d'affaires conscient vivrait son activité d'une manière créative, en cherchant des partenariats créatifs. Daniel fait remarquer que l'homme d'affaires en général apprécie les gains et la stratégie dans ses affaires. Un individu conscient et créatif apprécierait également ces aspects, mais mettrait un accent particulier sur les relations humaines. Il choisirait de faire affaire avec des personnes ayant une certaine sensibilité et éviterait ceux qui sont grossiers ou uniquement motivés par le profit. L'application de la psychologie dans les affaires est assimilée à la politique de la psychologie, car tout revient à l'application de la psychologie dans la vie. Les affaires deviennent donc la politique de la psychologie. La politique de la psychologie consiste à appliquer consciemment sa psychologie dans ses relations avec autrui, que ce soit dans les affaires, l'éducation, la médecine, le droit, etc. Cela implique de traiter les autres avec respect et de leur offrir un bon service, créant ainsi des relations positives. Les personnes qui réussissent dans leur domaine sont celles qui sont capables de politiser leur psychologie et de concrétiser leurs idées. Cependant, il est important de ne pas rechercher immédiatement le profit, mais plutôt de se concentrer sur la qualité du service rendu. En étant conscient et en manifestant sa créativité de manière pratique, on peut garantir à long terme un profit et une amélioration de sa situation. L'inconscient, quant à lui, est souvent associé à la survie et à la pauvreté, ce qui ne favorise pas une évolution positive. Ainsi, en élevant sa conscience et en développant sa créativité, on peut échapper à la survie et accéder à un niveau de vie plus épanouissant. Cependant, cela nécessite du temps et de la persévérance. Il ne faut donc pas nécessairement associer le niveau de conscience à la survie, mais plutôt comprendre que pour s'élever, il faut sortir de cette mentalité de survie pour accéder à un niveau de vie plus conscient. Le terme survie peut être compris à deux niveaux, la survie matérielle et la survie psychologique. Certains sont en situation de survie matérielle mais vont bien psychologiquement, tandis que d'autres sont matériellement à l'aise mais ont des problèmes psychologiques. Ainsi, l'homme vit la survie à deux niveaux, et cela s'applique universellement à tous les individus. Pour être libre de la survie, qu'elle soit matérielle ou psychologique, il est nécessaire d'être conscient. Si l'individu n'est pas conscient, il peut être prisonnier de l'un ou des deux niveaux de survie. Les problèmes psychologiques en combinaison avec les problèmes de survie matérielle peuvent représenter un fardeau lourd à porter. Il faut parfois des années pour s'en sortir. Un individu conscient a accès à une conscience de l'invisible, ce qui lui permet d'être conscient. Et ce que l'invisible peut l'informer sur la manière de sortir de la survie, tant au niveau psychologique que matériel. L'accès à l'invisible peut se faire à deux niveaux. Le premier est le plan astral, où se trouvent les entités avec lesquelles un médium peut être en contact. Cependant, cela relève souvent d'un contrat karmique et peut donc être soumis aux lois du mensonge cosmique. Le deuxième niveau est celui de l'esprit, qui représente un contact avec des êtres de lumière non incarnés et régis par les lois de l'éternité. Ces êtres sont responsables de l'évolution de la pensée humaine. Lorsque l'homme est conscient de ces êtres et en contact avec eux, il n'est pas nécessaire de demander quoi que ce soit. La rencontre avec eux entraîne une fusion et une union ascendante. Cependant, cela suppose une transformation complète de la façon de voir, de penser et de percevoir le monde. Il s'agit d'un processus de transformation qui nécessite une conversion totale de son point de vue et de sa perception du monde. Cela implique également de remettre en question les valeurs associées au libre arbitre involutif, telles que la politique et la religion, qui permettent à l'homme d'exercer inconsciemment un certain contrôle sur la vie.
Dans cette discussion, il est souligné que la politique et les valeurs idéologiques ont une influence sur la vie des individus, même si ces derniers ne sont pas directement impliqués dans leurs décisions. Les valeurs religieuses, même pour les athées, façonnent également la psychologie personnelle. Les relations entre les individus peuvent générer de la souffrance ou de la joie, en fonction des centres émotionnels et des rencontres. De plus, la sexualité et l'argent sont deux grandes forces qui impactent la vie des individus. L'argent sert à manipuler le corps mental, tandis que la sexualité manipule le corps émotionnel. La brisure dans ces domaines peut engendrer de la souffrance. Il est ensuite souligné que l'homme est manipulé par les éthers astraux et mentaux sans en être conscient. Après la mort, l'individu est régi par les lois de la mort, ce qui peut entraîner des perturbations dans son bonheur sur Terre. Les morts vivent une tristesse et une jalousie par rapport aux vivants, ce qui empêche l'homme d'être heureux en permanence. Les morts existent dans des enveloppes astrales sur différents plans, certains étant plus malheureux que d'autres. Selon l'auteur, il y a des êtres dans le plan astral qui préfèrent rester là plutôt que de revenir sur Terre. Cependant, à un moment donné, ils devront revenir dans la matière pour fusionner avec elle à travers l'âme et l'ego. Cela fait partie d'un principe cosmique révélé au XXe siècle et inévitable au fil des âges. Même les saints, qui ont été utilisés pour révéler l'existence d'autres plans astraux à l'humanité, devront finalement revenir dans la matière. Le rôle du monde astral est de perpétuer l'ignorance sur Terre et d'assurer une présence après la mort sur d'autres plans. L'auteur critique également certains enseignements religieux et affirme que l'homme doit prendre conscience des autres plans et des mondes parallèles pour ne pas être ignorant. L'homme passe à travers un plan parallèle de sa conscience astrale qui se manifeste en lui par des pensées stupides et subjectives. Cependant, ce n'est pas naturel pour l'homme de vivre des pensées stupides, car cela résulte de l'interférence des forces astrales qui manipulent sa conscience. L'homme doit passer au-delà de cela en comprenant la psychologie de la conscience supramentale et en développant son discernement. Il commence ainsi à voir clairement la véritable nature de la vie, qui est une game manipulée par des forces invisibles. Quant à la question de pouvoir accéder à l'invisible pour résoudre un dilemme ou une situation critique, il est précisé que c'est l'invisible qui choisit avec qui il communique. L'ego peut être perturbé par cette communication avec l'invisible, mais il est important de se méfier de son influence car l'ego peut être manipulé par l'astral. De plus, il est souligné que les personnes ayant un passé psychiatrique peuvent vivre des complications lorsqu'elles assistent au séminaire de l'auteur, car les entités rebelles peuvent rendre leur vie plus difficile. Il faut donc être attentif à ces personnes et les récupérer ultérieurement. Dans ces extraits, Bernard de Montréal parle de ces séminaires et de l'importance de ne pas pousser les gens à y assister s'ils ne se sentent pas prêts. Il explique que venir à ces séminaires peut être bénéfique, mais que cela peut aussi être difficile, notamment pour ceux qui sont plus sensibles ou fragiles psychologiquement. Il souligne la nécessité pour chaque individu de faire face à sa réalité et de travailler sur son évolution spirituelle à son propre rythme. Il explique également que ces séminaires lui permettent de partager l'information et de créer une mémoire collective, mais qu'il ne faut pas se laisser influencer par d'autres personnes pour y assister. En ce qui concerne le double spirituel, il affirme qu'il est toujours présent mais que la fusion avec l'individu dépend de son évolution et de sa capacité à recevoir le choc de cette fusion sans perdre ses esprits. La matérialité et la spiritualité de l'être sont liées à l'âme. Si dans le plan astral, l'âme existe indépendamment et évolue, dans la matière, elle a besoin du soutien mental du double, le principe cosmique, pour transformer son énergie astrale en énergie matérielle, c'est-à-dire en pensée et émotion. L'âme agit comme une immense mémoire, mais pour être utile à l'ego, il faut que le processus inverse se produise. La lumière doit prendre le contrôle de l'âme à travers l'ego, au lieu que l'âme prenne le contrôle de l'ego sans lumière. C'est ce qu'on appelle l'involution, où l'âme prend le contrôle de l'ego sans lumière, et l'évolution, où le double fusionne avec l'âme pour que l'ego puisse prendre conscience de sa destinée. Lorsque l'âme quitte le corps matériel à la fin de la vie, elle n'est pas destinée à retourner dans le monde des morts, mais doit être transmutée en une conscience morontielle. Cela implique de perdre son pouvoir d'astralité et de se défaire des entités astrales qui la soutiennent. Lorsque nous naissons, nous avons un parrain du côté astral qui communique avec notre âme pendant les premières années de notre vie. À l'âge de 7 ans, ce lien se dissipe et le double prend le relais à travers notre âme. Si notre âme est évoluée, la lumière peut passer à travers elle et nous permettre d'accomplir de grandes choses dans notre vie. Si notre âme est moins évoluée,
le double aura du mal à passer sa lumière et notre potentiel sera limité. Le double est responsable de la composition de notre corps mental et émotionnel, en utilisant la lumière pour créer les composantes psychiques nécessaires à notre expérience de vie. C'est par le double que l'âme évolue et que nous vivons des expériences. Cependant, il arrive un moment où l'homme en a assez des expériences et veut devenir simplement créatif. Cela se produit lorsque la connexion entre la source, le double et l'âme est si forte que l'ego ne vit plus en fonction de la mémoire de l'âme, mais en fonction du rayon de lumière qui émane du double. La pensée créative peut permettre à l'âme de l'homme de se connecter parfaitement avec ses chakras, ce qui conduit à une grande paix intérieure. Cela implique une transmutation du corps mental, émotionnel et des valeurs personnelles. Si l'ego n'est pas suffisamment solide, l'être vit principalement à partir de son âme. En évoluant et en harmonisant l'âme et l'ego, l'homme passe de la personnalité à la personne et développe des centres de gravité, devenant ainsi pleinement lui-même. L'axe formé entre la source, l'âme et l'ego crée une relation qui continue d'évoluer. Lorsque l'homme se détache de son corps matériel, il passe au niveau de son corps morontiel et travaille sur une nouvelle conscience immortelle. Il ne revient plus cycliquement dans la matière et travaille sur d'autres plans avec des êtres évolués. Cela conduit à une science et une civilisation nouvelles. Les entités dans le monde astral, qui étaient auparavant liées karmiquement à l'homme, réagissent de différentes manières. Certaines veulent garder leur pouvoir et cherchent à se venger, tandis que d'autres sont heureuses de la possibilité de sortir de leur solitude éternelle. L'astral utilise les faiblesses des individus pour essayer de les empêcher d'évoluer, en remettant en question leurs valeurs et leurs croyances. Selon la personne interrogée, l'astral utilise les faiblesses et la jalousie de l'homme pour le garder sous son emprise. Lorsque l'individu devient conscient et ne peut plus être manipulé par l'astral, celui-ci peut se tourner vers les proches de cette personne. Cependant, si l'individu continue à élever sa conscience et ne se laisse plus affecter par ce qui se passe autour de lui, l'influence de l'astral se dissipera. L'individu conscient n'est pas responsable des actions de ceux qui l'entourent, mais leur réaction peut être accélérée par sa propre évolution. Lorsque le double prend en charge l'individu dans son processus évolutif, il est inutile de chercher à distinguer si c'est l'astral ou le double qui agit, car cela demande trop d'énergie mentale. Ce qui importe, c'est d'être conscient et intelligent dans ses choix et actions. L'idée principale de ce texte est qu'il est important d'être intelligent dans nos décisions et actions. L'auteur met en garde contre le fait de croire aux voix qui prétendent venir de l'astral ou du double et souligne que nous devons prendre nos décisions en fonction de notre situation réelle. Il explique que la fabulation est très présente dans notre société et qu'il faut se protéger contre les illusions pour être intelligent. Il mentionne également que les personnes qui entreprennent des projets doivent prendre des risques intelligents, c'est-à-dire ceux pour lesquels nous sommes prêts à accepter les pertes éventuelles. En conclusion, l'auteur souligne l'importance de la protection et de l'intelligence dans la vie. L'intervieweur discute avec Bernard de Montréal de la notion de prendre un risque intelligent. Selon Bernard de Montréal, cela implique de mesurer intelligemment le potentiel d'une adaptation ou d'une nouvelle idée, comme par exemple l'ouverture d'une terrasse pour un restaurant. Même si cela concerne quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, prendre un risque intelligent signifie que l'on peut intuitivement sentir la possibilité de réussite. Le dialogue continue en soulignant que l'intelligence consiste à travailler avec certaines évidences et à éviter les problèmes. Prendre un risque intelligent signifie donc se protéger et prendre des décisions réfléchies. Il est également souligné l'importance de parler avec d'autres individus et de partager des idées, car il est impossible d'être intelligent seul. En travaillant avec d'autres, on peut bénéficier de différentes perspectives et enrichir ses propres connaissances. En conclusion, il est rappelé que la vie est une game, un jeu, et qu'il faut se protéger et prendre des décisions calculées. La discussion se termine en remerciant Bernard de Montréal pour ses réflexions.